Salut, c'est Matt. On est de retour en février 2020 à Geek Life au Mans pour une conférence rétro gaming en compagnie de Edward et Monsieur Mea. On a un peu dévié, on a parlé de plein de choses. Une conférence touchante, émouvante. Vous allez voir, on met beaucoup de nos souvenirs à l'intérieur. N'hésitez pas à les retrouver sur leur chaîne YouTube pour les suivre. La conférence rétro gaming avec Mea et Edward, ça commence comme ça. On a tous une histoire avec le rétro gaming, je vous livre la mienne et j'aimerais avoir la vôtre. Le rétro gaming pour moi, ce qui est le rétro gaming aujourd'hui pour moi c'était l'actu. La sortie de la Super Nintendo, je l'ai vécu en direct, c'était une console moderne par exemple pour moi, j'étais content d'avoir une NES, la Game Gear c'était la nouveauté, tout ça. Du coup je les ai eus, c'était les consoles actuelles et puis quand je me suis installé dans la vie active, j'avais plus de télé, ça me gonflait de déménager, d'avoir une télé, j'en ai pas racheté. Et du coup toutes les vieilles consoles auxquelles je jouais plus, je les ai revendues, qui étaient dans un cure vert, j'ai tout foutu sur internet, genre en 2003 ça valait rien. C'est à ce moment que j'ai commencé à faire ma collection, moi, au moment où ça valait rien en fait. Il est pas impossible que tu aies pu taper dans des vieilles sauvegardes à moi du coup. Peut-être. Du coup, cette mode du jeu rétro et l'intérêt du jeu rétro, c'est quelque chose qui finalement est... Est-ce qu'on peut dire assez récent pour 2003 ? Bref, ça a une quinzaine d'années. Et du coup, voilà, ce que je trouve, enfin ce que j'aime moi dans le rétro gaming, c'est l'attachement que j'ai eu à tous ces jeux quand j'étais petit. Quelle est votre histoire avec ces jeux rétro ? Quel enfant étiez-vous ? Quelle console aviez-vous ? Alors le rétro gaming, ironiquement, je suis né avec. C'est Mea qui a pris la parole. Puisque mon frère avait un Vectrex, une console. Alors c'était une console qui est une sorte de borne d'arcade et qui fonctionnait en fait sur un principe qu'on appelle comme un oscilloscope en fait. C'est du vectoriel. Et c'est des lumières finalement, c'est des fils, enfin voilà, c'est une sorte de 3D et c'est une vieille machine qui est sortie en 83 et du coup qui était immense. Et mon frère avait ça. Et donc quand j'étais petit, mon frère jouait avec cette machine qui n'existait plus puisque la console il y a eu la crise justement de 83 du jeu vidéo et donc du coup la console n'a pas marché, n'a pas fonctionné. La vente a été arrêtée très vite et donc depuis tout petit j'ai joué donc à une console qui n'existait plus déjà. Donc je suis né avec le rétro gaming. C'était des jouets de pauvres en fait, on n'avait pas besoin de racheter des consoles finalement, on pouvait jouer avec les anciens jeux de nos grands frères ou de nos oui, parents. Sauf que ça coûtait un bras à l'époque cette machine, donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardée aussi longtemps. Mais et voilà, et justement l'autre jour j'ai fait à mon frère, j'ai racheté des jeux pour le Vectrex vu sur des sites de vente quoi, et ça a fait bizarre de dire ça. Ed, et toi ? C'est exactement pareil que toi pour moi, Monsieur Mea, mais pas de la même génération. Parce qu'effectivement, moi j'ai grandi, j'avais deux grands frères aussi, et du coup, quand ils se sont procuré la Super Nintendo, j'ai récupéré la NES. Quand ils se sont procuré la PlayStation, j'ai récupéré la Super Nintendo. Et pendant un long moment, j'ai eu une génération de retard. Mais ça m'allait très bien, j'avais mes jeux, je jouais, et donc je pense que cette passion du rétro gaming et des vieux jeux pixelisés me vient de là. Mais je faisais pareil parce que comme on n'avait pas, j'ai eu une Master System vers la fin de la Master System et après la Mega Drive je l'ai acheté en brocante, donc pareil à chaque fois j'avais une génération de retard aussi. Il y a que la 64 où c'est là où j'ai commencé à avoir un boulot que j'ai du coup récupéré le temps, non même pas 64 pas encore. On me l'avait offert pour Noël et mon frangin l'avait emmené à un spectacle de Muriel Robin, ce qu'il avait acheté juste avant. Et donc du coup pour le spectacle de Muriel Robin, il a passé avec une 64. C'est comme en vidéo, on aura toutes les années. Et le vigile lui a dit vous avez vraiment peur de vous ennuyer et du coup voilà. Et donc la 64 je l'ai eu mais au moment où c'était un an après sa sortie. Et c'est à partir de la Dreamcast où j'ai vraiment commencé à récupérer enfin la génération, mais à chaque fois pareil une génération de retard, sauf la 64. Et ensuite à partir de la Dreamcast j'ai été un peu plus moderne. Du coup, on a probablement tous une anecdote de notre première console. Là, c'est les premières consoles auxquelles vous avez pu toucher un peu. Votre première console achetée, celle où on a crevé de ne pas pouvoir claquer son argent de poche pour pouvoir atteindre la somme symbolique qui nous permettait de toucher la console. C'est quoi votre, du coup, souvent c'est la petite console de cœur. C'est quoi votre console Madeleine de Proust ? Non, moi ma console de cœur c'est la Super Nintendo, mais c'était la console de mes grands frères que j'ai récupérée. La première console véritablement que j'ai achetée, c'est la PlayStation 2. Finalement, ouais, très tard du coup. Donc tard, c'était ma première console.
Techniquement, c'était la Mega Drive, mais je l'ai prise en brocante, donc j'appelle pas ça vraiment. En plus, c'était avec de l'argent de poche. Donc non, la vraie première console que je me suis achetée, c'est la Dreamcast, et qui est une bonne machine, qui est pas ma console de cœur. Enfin, malheureusement, Dreamcast, elle a pas duré très longtemps. Qui est pas ma console de cœur, qui est une console sur laquelle j'ai beaucoup de souvenirs et j'ai plein de jeux que j'adore. Mais ma console de cœur, ça reste la Master System, qui est la console que j'avais eu aussi à Noël dans le pack Operation Wolf. Parce que c'était la moins chère et que moi je voulais une Mega Drive, mais ils m'ont pris l'autre version. Et du coup, c'est ma console vraiment où j'ai passé le plus d'heures à jouer à des jeux des fois extrêmement nuls, mais que j'ai fini quand même parce que tant que je finissais pas un jeu, je ne pouvais pas en avoir un autre. Donc voilà. C'est vrai qu'on allait au bout de nos jeux nuls et on n'avait pas de quick. Enfin, c'était des vrais trucs, il n'y avait pas d'émulateur, on n'avait pas de sauvegarde rapide. Il fallait vraiment que tu passes ce boss de 4e niveau qui était impossible à faire parce que Tortue Ninja, la truc sous l'eau, on l'a fait en vrai. Oui. En fait. Mais oui, mais parce que t'avais que ça, donc de toute façon fallait y jouer et c'est soit ça ou soit tu lâchais le jeu et tu jouais à plus rien quoi. Donc et du coup il y avait un syndrome de Stockholm sur certains jeux que tu dis ils sont très bien, mais genre Alex Kidd sur Master System, moi je l'adore et je sais qu'il y a énormément de personnes qui le détestent parce que il est compliqué et difficile, mais à l'époque moi quand j'avais la console il y avait que ce jeu dedans et Operation Wolf. Et c'est les deux jeux que je devais faire à fond parce que y a que ça quoi. Tu vas pas non plus une fois que tu as eu ta machine, tu vas pas demander à tes parents s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un nouveau jeu quoi. Alors que ça fait même pas une semaine que tu l'as donc et que tu t'es arrêté au 3e niveau parce que tu peux pas aller plus loin parce que c'est trop difficile. Ouais, et moi je rajouterais simplement que pour ma part, je ne terminais presque jamais les jeux. C'était trop difficile à l'époque. Aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, s'il te plaît, en général, tu vas au bout de l'aventure. À l'époque, c'était impossible. Le jeu avait beau, moi j'adorais certains jeux. Et la plupart, j'en avais jamais vu le bout. Et je raconte même dans une de mes vidéos que je me demandais à quoi ça ressemble la fin d'un jeu. J'avais jamais vu ça. J'ai mis beaucoup de temps avant de finir mon premier jeu. Ah non, moi j'étais obligé. C'était sinon j'avais pas c'était soit tu finis ton jeu, soit si jamais j'en voulais un autre, il fallait déjà que je le finisse ceux que j'avais. Et étrangement maintenant je ne finis plus les jeux déjà parce que j'ai toujours peur d'arriver à la fin parce qu'une fois que tu arrives à la fin c'est fini. Donc tu te dis moi tant que je l'ai, ça veut dire que je le rentabilise. Donc si je l'ai acheté il y a 2 ans, ça veut dire que mon jeu il aura duré 2 ans, donc j'ai rentabilisé le prix du jeu. Et du coup il y a très rarement des jeux que je finis. Déjà parce que souvent maintenant j'ai moins le temps et puis en plus là j'ai comme un con, j'ai passé sur Dragon Quest 9 donc 11 donc c'est fini, là je suis foutu. Les jeux étaient étaient différents dans la construction à ce moment-là. On va parler un peu, là on borde le sujet. Les jeux étaient différents, c'est ce que vous disiez, t'as jamais vu la fin parce que c'était plus dur. En fait les jeux à l'époque étaient plus durs simplement parce qu'ils étaient plus courts, on n'avait pas la place de mettre des aventures trop longues et une tonne de niveaux, non ? Oui, carrément. À la fois, effectivement, il fallait en avoir pour son argent. On avait l'espace de stockage était extrêmement limité, donc il fallait que le jeu soit assez difficile pour que tu l'achètes, je sais plus combien de francs, et que tu le finisses pas en 2 jours. Et puis il y avait autre chose. Moi, pour avoir fait pas mal de vidéos avec des programmeurs de l'époque, c'est que ils testaient leur jeu eux-mêmes. Ils programmaient le jeu, ils l'essayaient. Et en fait, ils se rendaient pas compte qu'à force d'essayer leur jeu tous les jours, ils étaient extrêmement bons à leur jeu. Donc, ils faisaient des jeux ultra difficile pour qu'ils aient un peu de challenge. Et quand toi t'achètes le jeu, tu poses les mains pour la première fois dessus, c'était juste hyper dur et ils s'en rendaient pas compte. Et c'est là qu'on a des jeux qu'on considère aujourd'hui comme très mauvais parce que trop difficiles. Maintenant en fait ils ont ce qu'on appelle le QA, le Quality et enfin bref, c'est des tests de qualité, mais ils demandent à des personnes lambda d'essayer les jeux et de voir en fait derrière. Et donc tu t'essayes le jeu et en fait il y a quelqu'un qui est derrière toi sur un siège et qui note en fait tout ce qui se passe. Donc par exemple moi j'avais fait ça sur du Assassin's Creed à l'époque. J'ai été bêta testeur de Assassin's Creed. C'est pas bêta testeur, c'est Q&A. C'est-à-dire on demande juste de jouer au jeu et de pas de noter les bugs ou quoi que ce soit. Si jamais il y a un bug, eux ils le notent. Mais toi bêta testeur c'est vraiment je vais pourrir le jeu pour essayer de débloquer tout ce qu'ils ont pas pensé et de voir quel bug je peux créer. Là c'est vraiment on t'invite, tu joues à un jeu pendant toute une journée. Alors c'est dans les années 2000. Tu joues à un jeu pendant toute une journée et donc il y a quelqu'un sur une chaise qui note ce qui se passe. Alors par exemple si tu comprends pas, s'il faut aller à tel autre endroit, il note comment il faut jouer. Voilà. Et ça c'est des trucs qui sont développés à partir du moment où les studios ont eu pas mal d'argent. Mais effectivement à l'époque non, c'était les développeurs eux-mêmes qui jouaient donc.
C'est pour ça que maintenant ils sont plus simples parce que bah ils ont d'autres personnes qui jouent et donc voilà. Et pourtant, il y a plus de boutons. Là, ce qu'on découvre aujourd'hui, je suis daron moi aujourd'hui, donc je fais découvrir les jeux vidéo à mon gamin. C'est un peu la conférence des confessions aujourd'hui. J'ai commencé à jouer sur NES, j'avais 2 boutons, sur Game Boy et tout, c'était assez facile. Aujourd'hui, va expliquer le concept du stick droit pour bouger la caméra à un enfant de 6 ans. Oui, mais l'enfant de 6 ans, il le comprend. Ah bah pas le mien, il faudra que tu passes à la maison. Mais oui, non, bah, parce qu'ils sont toujours plus en avance que nous, quoi. Mais bah, pendant tout un moment, le problème c'était que si tu voulais justement te mettre au jeu vidéo, bah fallait avoir une bonne notion du jeu vidéo avant pour le stick droit ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que maintenant il y a plus de gens qui jouent, alors qu'effectivement il y a plus de boutons. Mais peut-être parce que je sais pas. Peut-être parce que ça a l'air plus simple ou j'en ai aucune idée. Tu veux pas m'aider à élever mon enfant alors? Non, bah là je peux pas. Pour moi, je pensais qu'il allait comprendre le stick droit parce que je sais que moi quand j'ai vu mes neveux jouer, moi j'étais surpris en me disant putain, parce que nous effectivement on a suivi la progression des manettes pour comprendre comment ça fonctionne et oui les sticks nous c'est au fur et à mesure, mais quand je les vois jouer à des trucs, des fois moi je suis même là, je les vois jouer à Minecraft machin, pour moi il y a trop de touches sur un clavier, je peux pas jouer à ça. Sur un clavier d'ordinateur, il y a trop de machin, quoi. C'est trop long. Pourtant, j'ai joué à Duke Nukem avec le clavier, quoi. Mais t'avais quoi Les vrais savent. Voilà, 2, 3, enfin quelques boutons à savoir et c'est tout, quoi. Mais maintenant, ils sont justement plus forts que nous. Je suis tout à fait d'accord. Mais Du coup, très bien. Du coup, le rétro gaming, c'est là-dessus que vous avez, c'est pas la bonne expression, mais on va dire que c'est bon, construit votre notoriété. Complètement. Moi, je suis rentré là-dedans parce que c'était pas mon truc. J'ai vu que c'était à la mode. Je me suis dit, ma chaîne YouTube va marcher. Et je suis rentré complètement là-dedans. Ouais, pour le rétro, comment on dit? Du coup, il y a la YouTube monnaie, il y a la rétro monnaie, il y a un vrai truc. Exactement. Ouais, non, quoi qu'il en soit, ça reste quand même un public de niche sur YouTube. Alors qui s'élargit, mais ça reste quand même. C'est pas avec du rétro gaming que tu vas toucher le grand public en général. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'exemple du joueur du grenier est là pour nous le prouver. Non, alors justement, le joueur du grenier, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, il faut se revenir 10 ans en arrière. Oui, je me souviens à l'époque. Pétio est pas là, il le ferait beaucoup mieux que moi. Non, mais le joueur du grenier, c'est aussi déjà parce que à cette époque-là, donc voilà, faut revenir. À une époque, ça existait, c'était Dailymotion. C'est un site internet qui n'existe plus aujourd'hui. Si, bon, il existe toujours, mais voilà. Non, et donc Dailymotion, en fait, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait le let's play, enfin, qui existe toujours, mais c'est genre, je joue à un jeu, je parle dessus. Et il y a eu une grande, et c'était le rétro gaming. Du coup, quand la plupart des gens sont arrivés sur YouTube, ils pensaient que le rétro gaming, c'était Déjà, on allait moins se faire emmerder niveau droit, et en plus, c'est parce que, bah voilà, t'as Internet, tu peux jouer aux vieux jeux et tu joues à ça. Et le joueur du grenier, une des raisons pour lesquelles il a cartonné, je ne sais pas s'il arriverait aujourd'hui, il cartonnerait autant, c'est parce qu'il y avait peu de gens sur YouTube à ce moment-là. Il y avait très peu de gens, et donc est-ce que c'est le rétro gaming qui l'a fait cartonner? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas parce qu'il y avait peu de personnes. Okay. Peu de personnes qui parlaient de cinéma parce qu'on avait tous peur. Moi, j'avais commencé sur le rétro parce que surtout, j'avais très peur de, si jamais je parle cinéma et que je monte des extraits, on se fasse effacer les vidéos. Par les producteurs. Et puis il avait le concept qui était super chouette, parler des mauvais jeux, mettre en scène, etc. Son humour, son charisme a fait tout ça, a fait que ça a pris énormément. Il y avait un côté où il reprenait la VGN qui était machin, et après il en a fait. Alors que la VGN, j'aime toujours la VGN, même si bon, peut-être que c'est moins bien maintenant, je sais pas. En fait, peut-être que c'est juste pareil. Mais lui, il est resté justement pareil, tandis que le joueur du grenier a commencé comme la VGN. Et que maintenant c'est le joueur du grenier. C'est plus du tout la VGN, ça n'a plus rien à voir. Et je préfère joueur du grenier à la VGN maintenant. Alors que la VGN, oui, il est resté lui par contre pendant, ça fait, je sais plus, 2007, 2006, 2003, enfin ça fait des années qu'il le fait. Et il est toujours pareil. Du coup, c'est quoi le déclencheur pour se dire, le sujet principal dont j'ai envie de parler aux gens, je vais monter un média pour parler de vieux jeux? Pour ma part, c'était justement le joueur du grenier et la VGN. Comme ils avaient parlé de Batman et d'Astérix. Enfin, le joueur du grenier parlait d'Astérix. Et en fait, ils parlaient que des mauvais jeux. Et moi, je dis, c'est con parce que le Batman sur Mega Drive, il est génial. Et il faudrait que quelqu'un puisse en parler. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'étais en plus, à ce moment-là, je travaillais en téléopérateur. Donc, j'étais avant journaliste cinéma. À ce moment-là, je faisais toujours ça, mais de moins en moins. Parce qu'il n'y avait plus de boulot de ce côté-là.
Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos, enfin, il faudrait que je fasse quelque chose, faut que j'écrive, quoi. Et j'ai vu le joueur du grenier parler d'Astérix, j'ai vu la VGN parler de Batman, et je me suis dit, bah, c'est con, parce qu'il faudrait parler des bons jeux Batman, et je me suis dit, bah, si personne le fait, je vais le faire, quoi. Et j'ai vu leur concept, je me suis dit, bah, c'est cool, parce que moi, parler sur un jeu pendant des heures, ça me bottait pas, et de me dire que, bah, que il y a des personnes qui regardent des vidéos montées sur internet, ça me faisait super plaisir, ce que j'aime faire. Et voilà, c'est ça qui m'a lancé vraiment en me disant il faut que je parle de bons jeux, et parce que personne le fait en tout cas à ce moment-là, personne le faisait d'une manière montée. Okay. Ce qui est peut-être faux, puisque sûrement d'autres personnes le faisaient. Je sais que Benzaï le faisait à l'époque sur The Guy with the Glasses. Et encore, non, il parlait quand même d'assez mauvais jeux. Mais voilà, c'était ça qui m'avait lancé, de me dire j'ai envie de parler de rétro parce que j'ai envie de parler de mes jeux qui me faisaient plaisir. Et en plus, à ce moment-là, je venais de réparer ma NES enfin. Et du coup, je redécouvrais ma collection de jeux que j'avais acheté au moment donc, où toi tu avais abandonné. Et au moment où ça coûtait moins cher. Et je redécouvrais mes jeux et je me faisais plaisir. Et je me suis dit, je vais en profiter en plus pour me faire plaisir tout en faisant plaisir à 15 personnes qui regardent. Moi, pour ma part, ça n'a pas vraiment été un calcul, ça s'est fait assez naturellement. En fait, je suivais toutes les chroniques sur jeuxvideo.com à l'époque, Usul, Karim Debache, Speed Game, etc. Et je me suis dit, bon, j'avais vraiment envie aussi de proposer quelque chose. Et comme j'ai toujours baigné dans le rétro gaming, j'adorais les vidéos qui parlaient de vieux jeux. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais proposer comme concept. Et j'ai pris tout simplement de manière très prétentieuse parce que j'y connaissais pas grand-chose, alors qu'à l'époque, je pensais que je m'y connaissais bien. J'ai pris comme sujet l'histoire du jeu vidéo et je me suis dit, je vais retracer l'évolution de ce média en partant de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça, de manière toute naturelle, j'ai proposé à jeuxvideo.com la chronique l'histoire du jeu vidéo qu'ils ont accepté et j'ai débuté ainsi. Le prisme que tu as dans tes vidéos, rends le micro à ton camarade, monsieur Mera. T'as pas parlé depuis 15 secondes, t'es pas bien. Le prisme qu'il y a dans tes vidéos, c'est le rapport affectif que tu avais avec ces jeux vidéo. Ce qu'on a dans la façon dont tu abordes le rétro gaming, c'est le Edward Petit en fait, qui est de retour. Ouais, complètement. Mais moi, en fait, je viens à la base, j'ai fait une école de cinéma. Mon rêve, c'était de travailler dans le cinéma. Ça l'est toujours. Et est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle, peut-être ? Oui. Voilà, je passe une annonce. Non, dommage. Et du coup, de quoi on parlait ? Oui, de mon enfance. Et du coup, pour moi, je me suis dit, j'ai essayé de lier mes deux passions, qui est de raconter des histoires, de mettre en scène, et en même temps, de parler de vieux jeux vidéo. Et comment le faire ? Tout simplement en racontant mon enfance, comment j'ai découvert ces jeux, en mettant en scène, en demandant à mes amis qu'on joue tous des gamins de 9 ans, alors que des fois j'ai des barbes longues comme ça. Enfin bref. Mais voilà, c'est tout simplement, j'ai essayé de lier mes deux passions, et au final, je trouve un créneau qui me plaît bien sur YouTube, et je me sens un petit peu on va dire dans le YouTube français un petit peu original, dans le sens où j'ai l'impression d'être un peu le seul à avoir ce côté fiction, émotion, rétro gaming. Voilà, parce que le joueur du grenier c'est plus du gag et de parler des mauvais jeux, alors que moi je vais plus parler des bons jeux et du côté émotionnel sans forcément chercher à mettre de l'humour. Et ben toi t'es plus dans le détail du détail, de l'anecdote du détail. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. En fait, j'avais surtout peur, au tout début, j'avais vraiment peur d'emmerder les gens en parlant des anecdotes. Et au fur et à mesure, moi, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de parler. Parce que des critiques de jeux, c'est pour ça que toi, tu aussi, c'est pareil, tu fais de l'affectif ou quoi que ce soit. Parce que des critiques de jeux, finalement, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde peut le faire. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de mon avis sur un jeu, quoi. Si je dis que j'aime pas, j'aime pas, tu vois, et ça veut rien dire. Il y a des gens qui peuvent kiffer, même pour les films, moi, il y a des gens qui peuvent kiffer ou quoi que ce soit. Donc, je suis en train de partir sur quoi ? Blablabla. Donc du coup, voilà, je me suis dit, et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le côté humain qui est derrière, le côté pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Mario saute. Et voilà, c'est ce qui m'intéressait plus de ce côté-là. Et en plus, effectivement, il y avait peu de personnes qui le faisaient à ce moment-là. En tout cas, j'avais l'impression. Et voilà, donc ça me plaisait. Et c'est pour ça que je suis parti plus de ce côté-là. Et en me disant, autant faire quelque chose d'original et de pas... C'est pareil sur plein de trucs. C'est souvent... des vidéos, je cherche l'angle qui peut au moins changer par rapport parce que des vidéos il y a plein de gens qui en font et des gens qui en font du très bien, des critiques de films, il y en a qui en font du très bien et qu'est-ce que je peux apporter de plus plutôt que me dire ma voix compte
compte plus que ces personnes. Non, moi j'aimerais apporter un truc à côté. D'où l'anecdote, d'où le rapport humain par rapport aux jeux vidéo et par rapport au cinéma. Ok. Maintenant qu'on a bien brossé le portrait de nos invités. Il y a peut-être des questions, non? Ou c'est terminé? Non, il y aura des questions. Tu veux qu'on prenne des questions au fur et à mesure? Bah, je me dis, si Du coup, n'hésitez pas à ça nous peut être interrompre. intéressant. Si vous avez des questions, à lever la main et on fera circuler un micro parmi vous. Visiblement, ils ont envie de discuter aussi avec vous. C'est plus convivial. Et carrément. Donc ouais, n'hésitez pas. Pourquoi ces vieilles consoles ringardes sont devenues des objets à la mode? Comment se fait cette Ben, c'est dur de répondre à cette question. Ouais. Ben, déjà l'émotion, je pense à mon père toujours qui a une passion pour ces vieilles bandes dessinées de quand il était gamin. Et ben écoute, moi j'ai une passion pour mes vieux jeux vidéo de quand j'étais gamin. Et j'ai l'impression que voilà, c'est je sais pas, c'est quelque chose à... J'en ai aucune idée. Il y a toujours le côté, en fait, pourquoi la nostalgie, on va dire que c'est à la mode. Allez, on va se lancer. Pourquoi la nostalgie est à la mode? C'est pareil, c'est parce que maintenant on est tous dans la vie active et qu'effectivement la vie active c'est pas facile et que on se remémore ce moment où on était juste chez papa maman ou chez papa ou chez maman. Enfin bref, on était dans notre famille au moment où on était tout petit, on n'avait rien pas d'impôts, pas de travail, pas de choses. On était juste là en train de jouer à des jeux vidéo et de boire notre chocolat chaud sans problème. Et effectivement, des fois, peut-être qu'on se remémore ce moment. En tout cas, moi, des fois, j'ai besoin de ça, d'avoir un moment où je suis en dehors de la réalité et je me retrouve à ce moment où où j'avais pas de contraintes du tout parce que t'es un gamin et un gamin il suit et puis voilà, on lui demande pas de faire grand chose. On lui demande pas de faire des choses pour voilà. Tu es assisté, et voilà. Donc du coup moi c'est plus ce côté-là. Je pense que pourquoi la nostalgie est à la mode, parce qu'on se souvient de cette période où on était, on était assisté, on était tranquille quoi. Du coup, c'est principalement un truc de vieux. C'est un truc de gens qui l'ont vécu quand Ouais. ils étaient petits. Faut avoir... Forcément, je veux dire, tu peux pas être nostalgique à 2 ans. Non mais le rétro gaming, je veux dire, c'est forcément du coup un truc de vieux. Oui, non, carrément, il faut avoir connu ça, être dans l'émotion et dans la nostalgie, ouais, complètement. C'est marrant, je suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que par exemple, en fouillant des vieux jeux vidéo à mon gamin qui les a pas connus, il y joue quoi, tu vois. C'est Oui, non, ça lui plaît, ça l'intéresse. Il prend du plaisir, mais il a pas ce côté émotionnel qu'on ressent nous. Il a pas, si tu veux, le côté nostalgique, tout simplement. tu demandes pourquoi c'est à la mode. C'est parce que tout simplement les gens de 30 ans maintenant ils peuvent payer des trucs. Non, et j'ai du comment coup, ces trucs sont revenus, oui. Quoi. Oui voilà, et du coup et c'est à la mode parce qu'ils se disent putain ça y est, on a une branche de personnes qu'on peut réussir à leur soutirer de la thune là, on va les choper et puis mais effectivement les enfants peuvent kiffer. Moi je vois mes neveux, j'ai fait ce genre de connard qui fait non mais moi de mon époque c'était mieux, vas-y joue à ça. Donc je lui ai fait d'abord jouer à la Mega Drive ou quoi que ce soit et puis en fait ils jouent à leur truc de maintenant donc Alors que la Mega Drive c'était pas ouf quand même, on peut se le dire maintenant. je préfère la Mega Drive à la Super Nintendo. Parce que je trouve que les jeux sont plus accessibles tout de suite. C'est plus arcade. Non, mais j'ai pas envie de faire Nintendo contre Sega. Non, Pour moi, la Mega Drive est plus. Quand j'ai envie de jouer à un jeu, je regarde mes jeux Mega Drive et je regarde mes jeux Super Nintendo. Et je sais qu'un jeu Mega Drive, je peux prendre la cartouche et y jouer tout de suite. Est-ce que ceux qui sont plus Mega Drive que Super Nintendo peuvent lever la main? D'accord. Est-ce que ceux qui sont plus Super Nintendo peuvent lever la main? Merci beaucoup. Et ceux qui sont Sony Xbox quand même pour la Xbox. Merci, vous avez voilà parlé autant de joueurs que de. Wouh, Xbox, ouais. Le Xbox, X, on est là. Le X de Xbox. J'ai perdu mon fil, hein, donc C'est pas grave. tout va bien, ça va. Oui, tu Il est là, tiens, il y a un fil là. tu parlais de l'argent. Finalement, les seuls qui gagnaient pas d'argent sur la vague rétro, c'était les studios. Oui. C'est de l'économie parallèle, quoi. Il y a quand même toute une économie qui a pu s'organiser avec toutes les. On l'a fait sur eBay au début. Enfin, moi, j'ai. Je vais être méchant, vas-y. Toi d'abord. Pourquoi? Non, mais parce que c'est le même principe que la bande dessinée et je trouve que c'est du. Comment on appelle ça en bourse? Du. Spéculation. Spéculation. Et c'est de la satanée spéculation. Parce qu'on s'est rendu compte que tiens, il y a des jeux qui valent du pognon et donc il y a peut-être personnes qui en profitent pour garder des jeux pendant des années en attendant que ça gagne, enfin que ça vale de la thune et je trouve que le rétro maintenant, si quelqu'un veut se faire une collection rétro, il galère à mort quoi. Bon là il y a des prix cool sur le stand. Bon, maintenant la NES s'est effondrée donc heureusement
Mais il y a des personnes qui gardent des jeux, qui mettent les prix eux-mêmes sur eBay en disant bah tiens celui-là je vais le mettre à 220 balles. Quelqu'un d'autre qui arrive et qui fait tiens je veux vendre ce jeu-là et à combien il est sur eBay, bah, il est à 220 balles parce que t'as un crétin qui a mis à 220 balles, sans se dire que bah, s'il est toujours à 220 balles c'est que personne l'a acheté. Et évidemment, et c'est le même principe que la bande dessinée. La bande dessinée, il y a de la spéculation de ouf. Et ça m'énerve parce que moi j'imagine la personne qui veut se faire sa collection maintenant et qui peut pas parce qu'il y a des personnes qui se sont dit maintenant, aujourd'hui, ce jeu vaut 100 €. Je vais m'enrichir là-dessus. Voilà, exactement. Bonjour. Bonjour, c'était juste pour faire une petite aparté, c'était pas du tout pour une question, mais c'est juste parce que je me considère comme plus jeune que vous, un petit peu, Oui. et j'ai pas du tout connu les jeux que vous avez eus, mais j'ai quand même une forme de nostalgie vis-à-vis d'eux, ce qui est très bizarre étant donné que je les ai jamais connus, donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas normal, mais justement grâce notamment à Joueur du Grenier, grâce à Ulule, grâce à Banzai, parce que justement je me suis dit, ça a l'air trop bien. J'ai l'impression d'y avoir joué. Alors quand j'étais petite, ce qui n'est pas du tout le cas, j'ai très rarement eu une manette de NES ou des choses comme ça dans mes mains. Et quand c'est arrivé, je galérais un peu. Donc c'est très bizarre. C'était juste pour dire ça. Et donc vous nous avez donné la nostalgie en fait de ces jeux-là. Et d'une certaine manière, c'est vous qui avez fait la mode en fait. D'accord. Mais effectivement, c'est vrai que au début, on était en train de se demander si on pouvait pas faire une arnaque avec le Joueur du Grenier en disant Fred, vas-y, c'est quoi ta prochaine vidéo? Et du coup, on achète les jeux dont il va parler. Parce que genre Virus, avant qu'il fasse sa vidéo sur Virus, ça valait que dalle. Et une fois qu'il avait sa vidéo sur Virus, qui est un jeu de merde sur PlayStation, ça vaut maintenant une fortune. Parce que le JDG a parlé, on s'est dit, vas-y, on va demander qu'est-ce qu'il va faire comme jeu. Et puis, en fait, on a pas voulu le faire. Mais effectivement, oui, on s'est remarqué ça. C'est que quand le JDG parle d'un jeu, ensuite, il prend de la valeur sur. On sait pas pourquoi. Alors moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que je vais te révéler une anecdote. J'ai une énorme nostalgie pour l'Amstrad CPC. C'était un vieux micro-ordinateur des années 80. J'ai jamais connu cette machine et elle est sortie bien avant ma naissance. Donc je suis totalement Du coup, Mea est pas à l'aise. Moi aussi, c'est pas si vieux que ça, enfin. Moi, je l'ai connu, du coup. Et en fait, je pense que on s'identifie, moi je le vois, et peut-être que pour toi c'est pareil, on s'identifie inconsciemment à leur nostalgie et à la nôtre. C'est-à-dire que quand je les vois, les gens qui me parlent de l'Amiga, de l'Atari, de l'Amstrad, des machines que j'ai pas connues, ça me rappelle moi aussi quand je jouais à mes jeux gamins, et ça me donne envie de connaître un petit peu cette nostalgie, de partager leur émotion, et au final, de rentrer aussi dans cette émotion. Et je pense que ça doit être le cas pour toi, c'est-à-dire que tu as aussi des souvenirs sur quelle console? PlayStation 2, tes premiers... Ma toute première console, ça a été la Game Boy Color, et après DS, donc j'ai les tout premiers jeux, vraiment c'était des jeux relativement récents, hein, donc beaucoup de Nintendo... voilà. Tu partages, c'est forcé, tu as de fortes émotions sur certains jeux Game Boy Color, etc. Et quand le Joueur du Grenier ou Mea ou moi, on parle de nos jeux de nos enfances, ça te fait référence toi aussi. Et je pense que ça, tout simplement, ça te pousse à t'intéresser et à partager aussi cette nostalgie. Mais c'est marrant que la nostalgie ce soit contagieuse. C'est rigolo qu'on puisse, parce que nous, on a aimé un truc et qu'on continue aujourd'hui à le voir avec les yeux de quand on avait 8 ans, on puisse donner envie à des gens de le découvrir pour retrouver la sensation qu'on a eue il y a au moins 20 ans, les gars. Parce qu'on partage quelque chose, c'est le jeu vidéo en fait. On le partage tous ensemble et donc ça se transmet. C'est ce que j'essaye de faire des fois avec justement avec certains films, genre L'île aux pirates, qui était un film que j'avais adoré. Bon, j'étais plus très enfant, mais en tout cas j'avais adoré. Et en fait, j'ai essayé justement de partager le fait pourquoi j'ai aimé ce film et de partager voilà. C'était une volonté justement d'essayer de rendre nostalgique des personnes qui n'ont pas forcément peut-être connu, et de faire connaître des choses que moi j'ai connues, de partager cette émotion, ce que tu disais, de partager une émotion en sachant pertinemment que les personnes qui me regardent n'ont pas forcément cette émotion. Mais je voulais, c'est une envie justement, je pense qu'on est tellement passionné par rapport à ce qu'on a connu enfant ou quoi que ce soit que forcément ça te donne envie de dire genre, ça a l'air trop cool, et puis des fois c'est genre les Goonies, tu vois, nous, je pense que les Goonies, les personnes, genre, peut-être que vous allez me... Mais j'ai l'impression que les Goonies, les personnes qui n'ont pas connu à leur naissance, ils vont pas aimer. Et que nous, on va dire, mais si, c'était trop cool, machin, et on fait, c'est un peu nul quand même. Bonjour, donc moi j'aurais une petite question par rapport à la mode du rétro gaming. Est-ce qu'elle serait pas liée plutôt à l'émulation?
à l'arrivée de l'émulation qui est arrivée avant YouTube, et donc avant les youtubeurs, avant tous ces vidéos nostalgiques, etc. Moi personnellement, donc, comme vous, j'ai connu très tôt les consoles, et je me suis remis en fait vraiment au rétro avec l'arrivée de l'émulation, et j'ai constaté autour de moi que c'était également le cas. C'est ce qui m'est arrivé la première fois qu'on a eu internet à la maison. Je me suis tout de suite regardé, pas l'émulation forcément, mais du coup ça reste dans ce que tu dis, les génériques que je connaissais, des séries que je regardais et des trucs donc que j'avais pas entendu depuis 10 ans, avec les larmes aux yeux du coup, parce que ça revient. Et effectivement avec l'arrivée d'internet, il y a eu cette émulsion en se disant, enfin moi j'ai cherché en tout cas les génériques, et c'est là où Globy Goulba Night, pour ceux qu'on connu, a commencé aussi. C'est parce que la plupart des personnes ont commencé effectivement à trouver sur internet des choses qu'ils avaient perdues. Et pardon, vas-y. Je sais pas si c'est la cause, mais c'est clair que ça y a participé, et clairement parce que nous tous, moi j'enregistre mes images de jeux avec l'émulation, tous les vidéastes quasiment le font, du coup ça a participé aussi à faire des vidéos sur le rétro gaming, donc clairement ça fait partie de la vague, oui, ça a contribué énormément. Et globalement, vous avez, c'est quoi votre avis là-dessus? Vous êtes tu disais que tu rachetais des vieilles cartouches de cette machine, la CPX, c'est ça? Qu'est-ce que tu disais? L'Amstrad CPC, j'en achète pas, hein, non. C'est pas toi qui disais que tu avais repris de ta première console? J'ai loupé le début de la conférence, je me suis embrouillé dans un truc. Non, j'avais Vectrex, oui, j'ai racheté des cartouches pour le Vectrex, juste histoire de dire j'ai des nouveaux jeux pour mon Vectrex, quoi. Donc il y a un côté, il faut revenir. T'aurais pu les trouver en émulation en fait. T'as voulu avoir les cartouches. On en pense quoi de l'émulation en vrai? C'est de la vraie. Du vrai rétro, ou c'est un truc de facilité? Là c'était vraiment, moi là, en tout cas c'était juste histoire de me dire j'ai acheté des nouveaux jeux sur une vieille console. Comme là, Twin Dragons, c'est un nouveau jeunesse. Qui est là, ici, là-bas. Ouais. Non, il est voilà, oui, c'est ça, ils sont là-bas. Pardon. Et c'est un nouveau jeunesse. Et tu dis, j'achète en 2020 un nouveau jeu NES. C'est incroyable. Et il est bien. Oui, en plus. C'est ça qui est dingue. Ouais, non mais voilà. Et donc c'est voilà, il y a ce que moi c'est ça que j'avais avec le Vectrex en tout cas. Moi, du coup, comme c'est un débat super intéressant aussi, on va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que l'émulation c'est réellement du rétro gaming? Moi, je considère à fond que oui, et un gros oui. Je suis pas un collectionneur parce qu'on en a parlé, la spéculation, ça coûte trop cher, et ça me fait presque mal au cœur quand certaines personnes viennent me voir et me disent ah grâce à toi, tu m'as remis dans le rétro gaming, du coup maintenant je collectionne. Et j'ai envie de lui dire, dépense pas tes économies là-dedans. Au pire, si t'as envie de découvrir tous les anciens jeux avec Internet, en 2 clics, t'as tous les jeux NES, tous les jeux Super NES, etc. Tu peux tout redécouvrir. Alors oui, on a tous un petit peu le culte de l'objet, de vouloir avoir la cartouche, etc. Mais les prix sont tellement abusés que pour moi, l'émulation, c'est très 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 bien. Et je vous conseille ça au lieu de vous ruiner dans les objets, qui sûrement ne valent plus grand-chose dans plusieurs années. Oui, il faut attendre que ça atteigne des prix confortables. Mais moi, je pense que la collection est quelque chose de frustration. C'est-à-dire que moi, je sais que les jeux vidéo que j'achetais... Alors, donc, moi, j'avais commencé à acheter des jeux vidéo rétro au début des années 2000, justement, parce que en fait, c'est déjà à ce moment-là en fait, où ça coûtait plus rien. Donc, je me suis dit, c'est là où j'ai vendu les miens. Oui, exactement. Et je me suis dit, je vais enfin pouvoir avoir les jeux dont je voyais la pub ou les tests dans les magazines. Et de me dire, tous ces jeux que je voyais dans les boutiques que je ne possédais pas, maintenant j'ai de l'argent, donc je vais acheter. En plus, j'ai de l'argent et ça coûte pas cher. Donc je vais acheter et posséder ces jeux que je voulais avoir il y a très longtemps. Et je pense que la collection, enfin en tout cas, plein de collections commencent par là. Les collectionneurs de masques, c'est je veux avoir, enfin des jouets masques, c'est je veux avoir toutes ces voitures que je n'avais pas, et que comme ça, je me dis, maintenant je les ai. Après c'est un sentiment, hein, et du coup je pense que pour le jeu vidéo c'est exactement pareil. C'est la Neo Geo, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont acheté la Neo Geo parce qu'ils jouaient chez leur ami riche et qu'ils se disaient je veux avoir cette machine moi, qui coûte toujours un bras, et que non il faut pas l'acheter parce que ça coûte un bras, et que chaque jeu coûte un bras, coûte même le même prix que la console. Mais je pense que il y a plein de personnes qui ont une collection parce qu'ils ont cette frustration en se disant je veux aussi l'avoir. Quand j'étais petit je l'avais pas, maintenant j'ai de l'argent, je le veux. On avait une conférence programmée à Geek Life qu'on n'a pas pu faire, qui était la collectionnite est-elle une névrose comme les autres? Et voilà, ce sera pour Geek Life 3. Je vous ai fait un petit teaser de Geek Life 3, ça va être super. Et une névrose n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, justement. Enfin, c'est un but, c'est une envie, ça donne un plaisir, et voilà. Y a-t-il une question? Nous avons une question. J'ai perdu mon fil, je suis désolé, je suis extrêmement fatigué. Pardon, je suis pas très bon aujourd'hui. Bonjour. On parle de joueurs de vieux grenier, mais il m'a semblé, dans mes souvenirs, Marcus a un petit peu commencé aussi à parler vieux jeux en étant très, très abstrait et juste en présentant le jeu au début des années 2000.
Avec les level 1. Oui, voilà. Ça m'a fait penser à ça aussi, le rétro gaming. Juste présenter les jeux comme ça. Il y avait Game One, en fait, oui, Game One. au début, il avait commencé à récupérer les anciens. Alors, sur Game One, il présentait Mémoire vive. Donc, c'était des vidéos sans voix off, c'était juste des textes. Il montrait juste le jeu et il mettait des textes en disant ce jeu était créé en 1984, blablabla, avec des informations. Je sais plus, je sais que Pilote a bossé dessus, après, je sais pas qui d'autre, Alex Pilote. Et voilà. Et ensuite, Marcus avait fait, effectivement, au début, c'était Retro Game One, quand il est arrivé sur No Life. Et sur Level 1, des fois, il présentait des vieux jeux, mais c'était extrêmement rare. Sauf le jour où il avait fait la Police Station, où c'était des émulateurs d'anciens jeux qu'il avait acheté, je crois, au Maroc, ou je sais plus où. Enfin, c'était une console pirate, donc c'était très, très rigolo. Mais après, ouais, il y a eu, donc il a fait Retro Game One, où il récupérait des images de mémoire vive au début, et ensuite, c'est passé. Mais ouais, il y a eu Marcus, ça. Mais Marcus, ça avait lancé, justement, sur Internet, toute cette une tendance de let's play, en disant, on va vous dévoiler le premier jeu en se rappelant de Marcus qui le faisait, et ça, voilà. Ça a lancé ce mouvement justement du rétro parce que. Mais oui, ça a participé énormément. Ouais. Puisqu'on est dans le rétro gaming accessible et qu'on parlait d'émulation, est-ce qu'il y aurait un titre que vous auriez envie de faire découvrir à quelqu'un qui a 15 ou 20 ans de moins que nous pour quel est le titre qui serait symptomatique à découvrir aujourd'hui et qu'on pourrait encore kiffer avec les yeux de. Tintin au Tibet. Ouais. La même frustration qu'à l'époque. Tintin au Tibet, pour ceux qui n'ont pas la couleur, c'est un jeu qui est extrêmement. On dit quoi? Frustrant? Qui est mal fait. Très bien. C'est qui est très mal fait, le level design est mal foutu. Du coup, on perd tout le temps. Du coup, on perd tout le temps parce qu'on comprend pas où il faut aller. Non, c'est des jeux qui sont très mal faits. Mais non, moi, ça serait Aladdin sur Super Nintendo. Parce que j'en ai marre qu'on fasse la promo de Aladdin Mega Drive parce que Disney à l'époque ils avaient plein de pognon, donc ils ont fait de la bonne pub. Et effectivement, le jeu est plus joli que sur Super Nintendo. Hein? Non, pas encore. Mais j'avais fait un article dessus par contre, machin. Et en fait, ça m'énervait parce que moi je trouve que Aladdin sur Super Nintendo, c'est un jeu que j'ai envie que je joue et j'ai envie de finir. Aladdin sur Mega Drive, à partir du 4e niveau, je me dis j'ai plus envie d'y jouer. Parce que le level design est à la David Perry, donc c'est mal foutu. Et voilà, donc un jeu que j'aimerais faire découvrir, c'est Aladdin Super NES, qui est effectivement un jeu classique, qui est un jeu qui a été fait, que faisait Disney à l'époque, mais que du coup tu joues du début à la fin et tu passes un excellent moment. Et Aladdin Mega Drive est extrêmement frustrant. Tu voulais nous parler d'une vidéo sur ces jeux Non, mais en fait, j'ai fait une vidéo exactement pile sur ce sujet-là où je compare Aladdin Super Nintendo, Aladdin Mega Drive avec le but de donner une réponse finale. Quel est le meilleur jeu des deux? Et j'ai choisi au final celui sur Super Nintendo parce qu'effectivement, je trouve qu'il a un meilleur gameplay, qu'il est plus plaisant à jouer et même si celui sur Mega Drive est magnifique, le jeu dans sa globalité est plus sympa à parcourir sur Super Nintendo. J'ai été plus gentil, j'ai dit que les deux jeux sont bien, parce que chacun a ses qualités et ses défauts. Mais effectivement, ouais, sur Super Nintendo, il est... Mais le but de ma vidéo était de faire un choix final. Voilà. L'émulation, ça a apporté un autre problème, c'est la profusion des trucs en fait. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont clés en main, dans lesquelles tu as virtuellement 75 machines. Il y a les fameuses banques de jeux dont tu parlais, où en 2 clics, on peut récupérer l'intégralité des jeux qui sont classés par version japonaise, américaine, et tu as du coup tes 5000 jeux de NES en 2 clics. Une fois que tu as téléchargé cette banque-là, puis t'es un peu fifou, pendant que ça téléchargeait, t'as fouiné, donc t'as pris aussi les jeux de Game Boy, et aussi les jeux de Game Gear, et aussi les jeux de Master System. Tu te retrouves avec une bécane qui est installée sur laquelle t'as 47 000 jeux. Est-ce que c'est pas du coup le phénomène inverse? On a finalement tellement le choix qu'on sait plus par quel bout prendre le truc. Complètement. Et en fait, c'est abominable parce qu'effectivement, les jeux sont tellement facilement accessibles que tu vas y jouer 2 minutes, ça va t'ennuyer, tu vas passer à autre chose. Et en fait, au final, tu les fais plus vraiment, contrairement à quand t'achètes la cartouche. C'est vrai qu'il y a ce côté-là un petit peu. C'est ça qu'on disait au tout début, c'est que quand t'achetais la cartouche, tu disais, mais moi je pouvais pas, il fallait que je finisse le jeu, donc voilà. Mais effectivement, dès que maintenant tu télécharges, tu joues, t'as un mur de difficulté et tu dis bon tant pis, je vais jouer à autre chose et puis c'est pas grave. Donc ouais, effectivement, t'as moins le temps, mais ouais, t'as moins le temps en tout cas de t'y intéresser, ça c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que y a des jeux que moi je dis qui sont très bien, et comme ce que je disais tout à l'heure, des jeux qui sont très bien juste parce qu'en fait je les ai finis, j'y ai joué à mort et finalement ils sont peut-être à chier et que peut-être qu'en 10 minutes la personne qui a téléchargé un milliard de jeux, il se fait tout de suite une idée. Peut-être. Mais en tout cas, ne vous ruinez pas en achetant trop de cartouches de jeux. Surtout les collectors, genre par exemple des cartouches dorées de Zelda ou ce genre de choses. L'autre aspect du rétro gaming, on était dans le rétro gaming un peu pirate, un peu border, un peu gratuit, un peu tout ça. C'est le rétro gaming qui coûte de l'argent et c'est le rétro gaming qui est reporté sur des consoles. On a vu
Seiken Densetsu 3, donc le fameux Secret of Mana 2, qui est jamais sorti quand j'étais petit, sortira là sur Switch, mais du coup faut le payer. On a vu une nouvelle version tout à fait discutable du Link de Zelda de Game Boy de l'époque qui vient de ressortir. Salut Cyril. Je vois que j'ai une réaction de... Tu veux nous parler de Zelda, Méa ? J'y ai pas encore joué parce que j'attends d'avoir le temps de bien m'y mettre. Mais discutable, je sais pas pourquoi. Je trouve très joli. En tout cas, parce que j'en ai vu, il est très joli. Donc, oui, c'est pas le même jeu, parce que c'est pas en 2D, mais il est très joli. Est-ce que c'est une vague qui est intéressante, le fait de reporter par les éditeurs des licences qu'on aurait Bah oui, parce que justement, c'est une canne des... tu donnes l'exemple de Secret of Mana 2. Oui, parce qu'à l'époque, nous, on l'a pas eu. Et maintenant, on a la chance de pouvoir y jouer. Et c'est en officiel, donc avec une traduction officielle. Avec effectivement, ça coûte de l'argent, mais du coup, il y a un travail derrière, plutôt que de récupérer un vieil émulateur et en se disant avec une traduction qui est sûrement très bien, mais qui est pas une traduction officielle et de pas. Je sais pas. Je trouve justement qu'il y a plein de jeux qui devraient ressortir maintenant à peu cher, genre GOG. GOG, ils te font c'est Good Old Game qui te vendent des jeux PC machin, qui te vendent des jeux que tu peux jouer maintenant sur ton PC. Alors il y a Abandonware aussi France qui le fait quand ils ont le droit de le faire, qui te permet de jouer à des jeux que tu ne peux plus jouer sur des. Si tu achètes là un jeu LucasArts et que tu n'as pas Scum et que tu le lances sur ton PC, il se lance pas. Et je suis extrêmement content que ça puisse exister aujourd'hui. Extrêmement content. On peut découvrir Monkey Island, quoi. Ouais, par exemple, moi j'attends à tout prix qu'il y ait une version de Skyward Arcadia qui sorte avec une possibilité de zapper les phases de combat pour que ça soit moins long, enfin en tout cas pour que les combats soient moins chiants, parce que les combats sont très chiants dans le jeu, et pour pouvoir bien profiter du jeu. Et je suis extrêmement content qu'on puisse le faire maintenant et qu'il y a des jeux. Là on parlait du film Sonic, alors bon, il y a plein de personnes qui se plaignent, mais moi on m'aurait dit il y a 20 ans, on va te sortir un film Sonic. Il y a des gens, il y a des producteurs qui se sont investis dedans. Il y a un réalisateur qui s'est investi dedans. Il y a une équipe qui s'est investie dedans. Il y a une histoire. Et ça sort au cinéma. Et personne va te regarder bizarre parce que tu vas aller le voir comme à l'époque de Pokémon le film où plein de gens Moi je me souviens surtout Dragon Ball le film où ils avaient fait une spéciale sur Nulle part ailleurs où ils se foutaient de la gueule des gamins qui faisaient fusion. Moi je suis trop content de voir ça à mon époque, de maintenant. Et de me dire, maintenant on a beaucoup de chance d'avoir tout ça. Pardon, je suis très... Mais c'est parce que c'est un débat qui revient fréquemment et voilà. Non, mais ouais. Oui, en fait, moi je voulais juste réagir par rapport au fait de ressortir des anciennes licences sur une nouvelle console. Je trouve super intéressant parce que je suis animateur pour enfants et je vois les enfants, c'est pas forcément, enfin leurs parents n'ont pas forcément eu accès à la culture du jeu vidéo avant. Et quand on leur parle de vieilles consoles, pour eux c'est vraiment genre un truc de vieux, quoi. Enfin, même pour eux, la PlayStation 3 c'est un truc de vieux. Donc, voilà. Et je trouve que c'est important parce que ça leur permet de faire découvrir les enfants. Et ça leur permet de faire découvrir des licences auxquelles ils n'auraient pas joué, parce que si on leur met une SNES ou une 64 dans les mains, ils vont pas vouloir jouer parce que c'est une console de vieux. Et je trouve ça important pour leur faire découvrir des licences qui peut-être vont les intéresser. Parce que du coup on parlait d'Aladin et du Roi Lion, ils l'ont sorti sur Switch et pour les enfants c'est un jeu Switch. Et c'est pas un vieux jeu des années 90 qui a l'air... non, c'est un jeu Switch, donc ils vont y jouer, ils vont découvrir ça avec pas justement, ce que tu disais, pas le regard en disant bah non mais c'est un vieux machin. Et peut-être que justement ils kiffent En plus il y a plein de jeux avec un aspect rétro, donc même maintenant c'est moderne l'aspect rétro, donc... Et puis le rétro gaming est un business, et s'il y a des gens, effectivement, si on est prêt à investir dedans, les éditeurs s'embêtent pas, et en plus je pense qu'Aladin Mega Drive ça leur a pas pris trop de temps pour adapter le jeu sur Switch, donc oui effectivement c'est un business et les éditeurs en profitent. C'est comme là, il y a la mini Mega Drive, mini Sega qui est sortie, mini Mega Drive. Là-dedans, il y a. J'adore cette conférence parce que tout le monde, que ce soit les questions dans le public ou vous avez anticipé le déroulé de ce truc. Là-dedans, il y a. Dedans, il y a. Alors après, il y a certaines mini consoles qui sont un peu nulles, genre la Neo Geo ou quoi que ce soit. Mais encore, t'achètes la Neo Geo officielle, tu peux jouer à Metal Slug avec. Mais bref, là-dedans, il y a Super Bowl Protector et Tetris. Tetris qui est un jeu qui a été interdit par Nintendo, parce que quand Nintendo a récupéré la licence Tetris, ils ont dit à Sega vous n'avez pas l'officiel, donc vous supprimez votre jeu. Ils ont demandé, ils ont dit vous enlevez tous vos jeux, vous les récupérez, vous les brûlez. Et donc il y a que quelques cartouches de Tetris qui sont sortis, enfin qui sont encore disponibles, qui coûtent une blinde, une fortune. Super Bowl Protector c'est pareil, ça coûte une blinde, et maintenant tu peux acheter un truc officiel pour le prix d'une cartouche avec Super Bowl Protector en version avec la manette
de Mega Drive, en version officielle, en version bien foutue plutôt qu'une ROM qui peut planter. Il y a certaines ROM, moi je sais que justement Super Bowl Protector, en fonction de la machine sur laquelle tu joues, tu as des effets qui s'affichent pas. Et tu peux y jouer maintenant sans te dépenser 250 balles pour acheter la cartouche. C'est génial. Ok. Non, mais c'est vrai. Et ils ont sorti Star Fox 2 sur la Super Nintendo Mini. Alors effectivement, pour vendre la console, mais du coup, on a enfin le Star Fox 2 terminé. C'est des jeux que vous pouvez trouver sur émulateur très facilement. Oui, mais non. La version de Star Fox 2 qui était sur émulateur, alors maintenant peut-être qu'ils l'ont ripé, mais c'était pas la version terminée. Là, c'est la version officiellement terminée. Ils ont rappelé Dylan Cuthbert pour le finir et elle était déjà, mais là, elle est officielle, il y a moins de bugs et puis ça y est. Ça va ? Oui, c'est. Est-ce que c'est pas toute la pop culture finalement qui est tournée vers le rétro, le remake, la nostalgie et ce genre de choses ? On en revient à la conférence que tu voulais faire au début, c'est assez rigolo. Tu voulais faire ça au tout début en premier truc. Ouais. Mais du coup, ouais. Je te laisse répondre. Je sais pas quoi répondre à cette question. Oui, ça en fait partie, en tout cas, le rétro gaming de la pop culture, parmi d'autres choses. Et je sais pas quoi ajouter. Non, mais oui, ça en fait partie, mais je trouve ça cool que ça. Pareil, il y a une nouvelle série de la bande à Picsou qui est sortie, et effectivement, au début, j'étais en mode oui, mais moi, à mon époque, c'était mieux. Et elle est extrêmement bien, et je suis extrêmement content qu'une nouvelle série bande à Picsou sorte, parce que ça fait découvrir à de nouvelles personnes la bande à Picsou. Et voilà. Et donc, il y a plein de séries, genre She-Ra et trucs comme ça fait découvrir des trucs. Qu'en plus, c'est des séries dans les années 90 qui étaient un peu datées. Et ça fait découvrir plein de trucs, c'est génial. Il y a en plus des personnes qui kiffaient à l'époque, qui travaillent dessus. En plus, il y a toute une robe. Pardon. Est-ce que vous avez des questions dans le public pour... Je m'émeus parce que en fait il y a toute une représentation qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on a maintenant, et c'est cool. Ok. Bon, ça va ? Est-ce que quelqu'un a une question qui voudrait poser une question ? C'est pas tant une question qu'une nuance. On dit oui, sur le point dont on vient de dire du retour de certaines licences comme ça, mais en fait ça n'a pas vraiment changé. Enfin, je veux dire, dans les années 90, on a eu le retour de Casimir à la télévision. Moi et comme on se connaît à peu près de la même date, ça nous disait rien. Mais à nos parents, ça disait quelque chose. Et il y a toujours un retour on va peut-être essayer de recreuser dans les trucs qui venaient d'il y a 20 ans pour voilà. Et c'est humain. Et ça peut être chouette aussi. Donc voilà. C'était la petite nuance que je disais. C'est pas tant actuel que ça. C'est toujours un truc qui existe, quoi. Non, mais ce que je trouve marrant, c'est pareil, tu vois, genre il y a eu Ben-Hur, il y en a eu 1 milliard, et j'imagine bien que les personnes des années 50, ils se disaient oh bah Ben-Hur, comme du temps où j'avais 20 ans, c'est les années 30, c'est exactement pareil, sauf que on a eu d'autres trucs après, et puis voilà. Donc effectivement, oui, ça a toujours fait partie. Je pense que oui, quand ils ont refait les 11 commandements, il doit y avoir quelqu'un qui a fait mais c'est de l'exploitation, j'ai déjà vu ça il y a 30 ans, et alors qu'il a fait des nouveaux moyens et tout ça. Non, j'étais émotif parce que c'est vrai que maintenant, en fait, du coup, il y a plein de séries avec des personnes qui ont de la voix et qui n'avaient pas la voix il y a 30 ans, et je trouve ça très cool. On parle de diversité, de minorité, de ce genre de choses. Bonjour. J'aurais une question. Quel est la première console qui est parue comment pourrais-je dire ? La toute première console qui est apparue. La toute première console ? C'est... Piège. Attends. C'est l'Odyssée de Ralph Baer, mais si jamais Nolan Bushnell est là, il va nous faire non, c'est l'Atari parce que donc ouais. Ouais, non, c'est oui, mais ils nous ont vendu comme quoi c'était Pong la première console alors que c'était l'Odyssée. Donc c'est l'Odyssée de Ralph Baer qui est sorti en 73. Mais Pong c'était une bande d'arcade, donc ouais. Oui. Mais pareil, en bande d'arcade, Pong est pas la première, c'était Space War qui était la première. Et Space War, mais qui est pas la version. Alors attention, il y a eu la version Space War qui a été faite au MIT, et en fait Nolan Bushnell a vu ce truc, il a fait je vais le faire, et il a sorti Space War en machine qui a bidé à mort, je crois qu'il s'appelle Galaxy. Oui. C'est une bande qui est extrêmement chelou, tout en on dirait, tu sais, les cheminées dans les bateaux
Ou dans les films Popeye, Olive elle est planquée. Et voilà, et en fait ça ressemble à ça et ça a pas marché du tout. Et ensuite il a sorti Pong et du coup Pong a cartonné et il a fait Pong c'est le premier jeu vidéo, première borne d'arcade. Ouais. Mais voilà. Non mais Nolan Bushnell est un enfoiré. Oui, il a complètement volé l'idée de Ralph Baer, effectivement. Voilà, pour répondre à la question, c'est l'Odyssée de Ralph Baer et ensuite qui a passé toute sa vie à le défendre. Qui était en gros, c'était un carré blanc que tu déplaçais sur l'écran et tu pouvais mettre des overlays, c'est-à-dire des espèces de posters, d'affiches que tu collais sur l'écran pour donner un semblant de graphisme. Mais c'était 2 carrés blancs que tu déplaçais sur l'écran de jeu et avec ça, il y avait quelques jeux qui étaient imaginés à partir de ce concept. Qui n'était pas terrible, mais c'était les débuts. Hein. Voilà. Et ça a été nos premières consoles portables. Quand on a eu des Game & Watch, c'était ça. Il y avait un décor, une sorte de poster au fond, et on avait un petit bonhomme qui bougeait dessus. Ça a fait les fameux jeux électroniques que nos grands-parents récupéraient à la caisse du supermarché pour faire plaisir aux petits qui avaient eu des bonnes notes à l'école. Complètement, ouais. J'ai une anecdote marrante parce qu'à un moment en fait je m'occupais de, je bossais un taf de Noël et puis en fait je faisais des démonstrations de la 3DS. C'était donc et en fait il y a quelqu'un qui a fait dis donc moi de mon temps c'était ça donc c'est 3DS en version double screen et la personne fait mais on peut mettre d'autres jeux dessus parce que moi quand la dernière que j'avais il y avait qu'un seul jeu tout ça et du coup c'était le Game & Watch et moi d'un seul coup je fais waouh ça fait trop bizarre quoi. Du coup, le design de la DS qui se plie, c'est exactement la Game & Watch, c'est le Donkey Kong de l'époque. On a commencé avec l'intime et émotion, sauf si vous avez une question, je pose ma dernière. Oui, j'en ai une. Oui, ça fait très vente. Oui, j'aurais voulu savoir, moi, par rapport à quelle génération vous arrêtez le rétro gaming? Quelle génération de console? C'est une question enfin moi en tout cas, on me la pose très régulièrement aussi. Il n'y a pas de règle en vérité, mais moi je dirais qu'à partir de Play 2, GameCube, on n'est plus dans le rétro gaming. Mais bon, il n'y a pas de règle. Moi en matière de cinéma, je me dis 10 ans. Je mets une date de 10 ans, mais c'est vraiment, je choisis cette date. Mais effectivement, je pense que ça doit être 2 générations d'avant, c'est ça ouais. Mais je pense que chacun a la version. Si ça se trouve, la génération d'avant déjà, c'est déjà vieux. Je disais PS3. Ah non, PS3 c'est déjà 2 générations, mais... Quoique, non, PS5 n'est pas encore sorti, donc c'est une seule génération, donc effectivement, ouais. Ouais, mais voilà, donc du coup, pour eux, le rétro gaming, c'est PS3. PS3, ouais. Donc, une génération. C'est quoi votre... le jeu doudou, le jeu Madeleine de Proust, le jeu auquel vous revenez... Avec le plus de nostalgie. Qu'on peut refaire, ouais, celui que tu peux refaire 15 000 fois encore aujourd'hui avec le... Alors, le jeu doudou, c'est Sonic sur Master System. Mais le jeu où quand je suis pas bien, c'est bizarre, mais c'est les Simpsons sur Master System. Ok. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et pourtant je veux pas trop le finir parce qu'il est trop relou à finir, mais je le finis. Mais sinon non, c'est Sonic que je peux me refaire en boucle. Master System. Moi, je vais dire Zelda Link to the Past. Je pense que c'est vraiment le jeu que j'y ai passé tellement de temps. C'était un jeu d'aventure, donc on y passait beaucoup de temps. Et voilà, c'est vraiment le jeu de mon enfance et qui m'a énormément marqué. On est arrivé laborieusement, je suis désolé, à la fin de ce petit rendez-vous avec Ed et avec Mea. Sauf si vous avez encore une question dans le public. Mais sinon je vais vous libérer les gars puisqu'on est au bout du créneau qui nous a été offert par l'organisateur. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça, d'être venu papoter avec nous. Ils sont encore sur le salon, donc n'hésitez pas si vous avez été trop timide pour prendre la parole devant tout le monde à venir les solliciter. En vrai ils sont cool. Il y a une conférence là juste après. On peut leur parler. Ouais, il y a une autre conférence juste après. Tu voulais rester en fait? Ou tu voulais rester? Non, je me disais s'il n'y avait pas de conférence, on pouvait rester là pour les personnes qu'on n'a pas eu le temps de voir tout à l'heure. Mais... Vas-y, on s'en fout, on reste, c'est pas grave. C'est l'autre conférence qui va aller ailleurs, ils se démerdent. Voilà, c'est très bien, ils vont se mettre là. Non, on va avoir besoin de récupérer la salle, les amis, je suis désolé. En revanche, voilà, ils sont sympathiques et accessibles. Voilà. N'hésitez pas à venir papoter avec eux. Je vais vous solliciter et vous demander quelques applaudissements du coup pour Mea et Edouard. Et merci d'avoir été avec nous pour cette petite animation sur le rétro gaming. Merci. Merci beaucoup.